go, c'est parti pour ce premier cours sur PyTorch. Alors, ça va être un ensemble de cours qui vont être très très complets sur la question de PyTorch et du deep learning. Dans un premier temps, on va se concentrer surtout sur la partie code, sur la partie pratique. Je vais utiliser directement votre intuition et je vais vous donner des informations pour développer votre intuition sur la partie théorique. On ne va pas forcer comme des malades sur la partie théorique. Il y a un truc dans la vie en entreprise qui s'appelle la dichotomie des tâches. Il y a des gens qui travaillent dans la recherche, d'ailleurs que ce soit en université ou en certaines entreprises, mais surtout en université, etc. Il y a des gens qui travaillent sur la partie recherche, qui développent des architectures de réseau, qui développent toute la partie théorique, qui réfléchissent à la partie théorique et qui donnent, à travers leur papier de recherche, les informations nécessaires pour implémenter les algorithmes dans différentes situations. Donc là, on va se concentrer surtout sur la partie code. Il faut comprendre que si vous voulez devenir vraiment bon, c'est important de pas bloquer à chaque étape de la partie théorique et d'être capable d'avoir de l'intuition, d'être capable d'accepter certains résultats théoriques et d'avancer avec ces résultats théoriques sans forcément comprendre chaque détail de la partie théorique dans un premier temps. Parce que sinon, si vous attendez de tout comprendre d'un point de vue théorique et d'être très à l'aise d'un point de vue théorique pour commencer à coder, pour commencer à réaliser, à développer des vrais réseaux de neurones, vous allez attendre très longtemps, alors que c'est par la pratique que vous allez comprendre les choses au fur et à mesure. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à chaque détail technique, c'est aussi une preuve d'intelligence d'être capable d'avancer en acceptant aussi des résultats. Euh, je sais que les étudiants, ils aiment bien penser qu'il faut tout comprendre d'un point de vue théorique et chaque détail d'un point de vue théorique, c'est pas forcément vrai. Surtout que voilà, faire de la théorie sur la partie deep learning, c'est pas l'essentiel de ce qui se passe dans la partie deep learning. Il y a plein de machine learning engineers, etc., de data scientists, qui, la plupart du temps, choisissent des algorithmes, les implémentent et ne développent pas de nouvelles architectures de deep learning, c'est-à-dire de nouvelles architectures simplement. Autre réflexe à avoir, quand vous voulez apprendre une nouvelle technologie, ne vous dirigez pas directement vers Udemy ou des trucs comme ça, ou n'importe quel tutoriel. Ce qui est important, c'est d'aller directement sur le site de la technologie elle-même. Donc, moi, je ne vais pas vous proposer, en tout cas pour le tout début, des tutoriels qui sont mieux que les tutoriels de PyTorch. Il est important, la meilleure source de vérité que vous pouvez trouver pour une techno, en tout cas au début, c'est les tutoriels qui sont directement sur le site de la techno. C'est leur intérêt d'avoir des tutoriels de bonne qualité pour que les gens utilisent leur technologie. Donc, ne foncez pas à droite à gauche, allez directement comprendre ces tutoriels. Alors maintenant, ces tutoriels peuvent être assez compliqués à comprendre parfois. Et donc, moi, l'idée de ces vidéos, là, dans un premier temps, ça va être de vous expliquer en détail les tutoriels pour qu'on comprenne parfaitement les tutoriels de PyTorch. Et dans un second temps, on développera nos propres réseaux de deep learning et on entraînera nos propres réseaux. Dans un premier temps, c'est important d'aller directement sur le site de la techno. Donc, comme vous le voyez, je suis allé dans tutoriel. Je ne sais pas si on peut mettre dans une autre langue, je crois pas. Voilà. Bon, c'est important. Donc voilà, je vais sur tutoriel. Ensuite, là, il y a différents tutoriels. Donc simplement, je vais aller. Donc il y a introduction to PyTorch. Ça, c'est un petit. Donc là, on peut dérouler les menus. C'est un petit peu low level, donc je vais pas forcément. Enfin, on va commencer directement dans les réseaux de neurones. Ça, c'est un petit peu. Je ferai ce genre de détails éventuellement plus tard. Et ensuite, le quick start est toujours intéressant à faire. Voilà. Là, on va rentrer directement dans le dur, à savoir, on va commencer par image and vidéo. Et moi, je voudrais commencer par le transfer learning for computer vision tutorial. Le transfer learning, ça consiste en fait dans la réalité, en pratique. On ne développe pas, une entreprise ne va pas forcément développer de A à Z, encore une fois, une nouvelle architecture et même une nouvelle architecture de deep learning. Et même, elle ne va pas forcément entraîner, partir d'un réseau qu'elle aura fait non entraîné. Elle va souvent utiliser des réseaux qui sont très célèbres, des gros réseaux qui ont déjà été entraînés sur des énormes datasets de données et qui ont fait leurs preuves dans beaucoup de situations. Et on va prendre ces réseaux et les transférer sur notre problématique particulière.
Ce qui se passe, c'est que quand un réseau a été entraîné, par exemple, je vous donne un exemple, là ici, ils vont utiliser un réseau qui s'appelle, qui s'appelle Convnet. Convnet, c'est un réseau très célèbre qui, c'est un, it's a common to pre-train. C'est un réseau pré-entraîné qui a déjà été entraîné, c'est un réseau commun sur un très large dataset avec le dataset s'appelant ImageNet, qui est un ensemble d'images, de 1,2 million d'images simplement. Et donc, c'est un. Voilà. On sait que les réseaux de neurones, il faut beaucoup d'images quand même pour un dataset très important pour les entraîner. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, souvent en entreprise, on n'a pas on n'a pas un dataset qui est assez gros pour entraîner ces réseaux. Euh, et du coup, en fait, on n'est pas capable sur notre petit dataset de les entraîner. Et du coup, on va prendre un réseau qui est déjà entraîné. Alors là, par exemple, il est entraîné pour reconnaître 1000 catégories. Ça veut dire que par exemple, on a des images de plein de choses dans la vie de ImageNet. Et avec toutes ces images, donc ce réseau de deep learning est entraîné avec plein d'images et il a été entraîné pour reconnaître 1000 catégories. Donc là, c'est de la classification. On rappelle que va y avoir de la classification ou de la régression. La classification, c'est pour reconnaître des catégories. Par exemple, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est une moto, etc., etc. Est-ce que c'est un être humain? Alors que la régression, ça va être pour reconnaître des valeurs continues, des valeurs numériques continues, 0,2, 0,7, etc. Et donc, s'il a été entraîné pour reconnaître 1000 catégories, ça veut dire qu'il a déjà un pouvoir de généralisation assez important. Par exemple, si le réseau il avait été entraîné que pour reconnaître humain, pas humain, vous comprenez qu'après, essayer de le tuner, donc le paramétrer pour qu'il soit capable de reconnaître, je ne sais pas, un vélo ou pas un vélo, vous comprenez qu'en fait, il n'a pas cette compréhension. Alors que s'il a été entraîné sur 1000 catégories, pour reconnaître 1000 catégories, il a déjà un pouvoir de compréhension assez large des objets, des éléments qu'on peut trouver dans la vie courante. Et donc, ce genre de réseau va être capable, on va voir comment transférer ce réseau, donc faire du transfer learning, réutiliser ce réseau qui est déjà appris et qui est en libre service pour pouvoir en fait l'entraîner sur notre propre. Nous, on a un petit dataset par exemple, euh, probablement de 1000 images, quelque chose comme ça. 1000, c'est trop petit. Donc là, l'objectif de ce transfer learning, on imagine on est en entreprise et on veut reconnaître des images sur lesquelles il y a soit des abeilles, soit des fourmis. Ça va être ce qu'on va essayer de faire ici, comme ça par exemple. Là par exemple on a une abeille, là on a une abeille, là on a une fourmi j'imagine. Et donc ça va être tout l'objectif et on a seulement 1000 images. En fait on va reprendre l'autre réseau, déjà entraîné. On va le rentraîner juste pour reconnaître sur un dataset où il va falloir reconnaître seulement s'il y a une fourmi ou une abeille. Et ça va permettre de le spécialiser plus sur notre objectif précis. Et on va voir on va être capable d'avoir des très bons résultats malgré qu'on a un tout petit dataset parce qu'en fait, il avait déjà ce pouvoir de généralisation. Rentrons sans trop attendre dans le code. Encore une fois, je veux que ce soit un tutoriel qui se veut très pratique pour que vous soyez capable vraiment de monter vos propres réseaux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, en pratique, très peu de gens entraînent un réseau entier de zéro voilà, de zéro. Euh, Parce qu'en fait, c'est très rare, effectivement, d'avoir un dataset d'une taille suffisante. À la place, c'est très commun de pré-entraîner, d'utiliser Convnet, qui a été entraîné sur un très large dataset, sur 1,2 million d'images pour essayer de repérer, de comprendre 1000 classes ou 1000 catégories. Et ensuite, on utilise Convnet qu'on va entraîner. Et en fait, il y a deux manières de transférer donc un réseau. La première manière, c'est le fine-tuning de Convnet. En gros, on va prendre ce réseau et on va simplement continuer à l'entraîner sur notre objectif à nous. En fait, un réseau, en fait, juste pour montrer un réseau à la fin, là par exemple, il va essayer à la fin, il va avoir en sortie, en fait, il va y avoir autant de neurones qu'il y a de catégories. Donc, si on voulait qu'il soit capable de reconnaître 1000 catégories,
il fallait simplement, si on voulait qu'il soit capable de... En sortie, il a 1000 neurones, on va dire, 1000 sorties. Et si maintenant on veut qu'il soit capable de reconnaître deux catégories, on va mettre fourmi et abeille. Donc il aura deux neurones en sortie. Et on va simplement, en fait, réentraîner, continuer à entraîner. En fait, le truc est déjà entraîné sur ces 1 200 000 images pour reconnaître les 1000 catégories. Nous, on change juste la sortie pour qu'il y ait deux catégories en sortie. Et ensuite, simplement, on va faire en sorte, on va rentraîner sur les 1000 images ce réseau. Et il va se spécialiser simplement pour la partie, pour être capable de reconnaître nos deux classes. La deuxième méthode, ça c'est les chercheurs qui nous le disent aussi, c'est qu'en gros, réentraîner tout un réseau, c'est-à-dire tous les poids qu'il y a au milieu du réseau, c'est assez long. Et là, c'est ce qu'on fait sur les 1000 images. Bon, comme on a peu d'images avec des fourmis, des abeilles, ça va être assez rapide. Mais il y a quelque chose d'encore plus rapide. Les chercheurs nous disent, on va dire, si vous étudiez la partie théorique, qu'il suffit d'enlever, de friser, donc de bloquer, de ne pas entraîner tous les poids du réseau, sauf la dernière couche. Donc, dans un cas, la première solution, c'est de continuer à entraîner tous les poids. La deuxième solution, ça va être d'entraîner que une dernière couche. Ça, c'est les chercheurs qui nous le disent. On y reviendra, j'expliquerai plus tard. Voilà. Au niveau du code, donc là, une chose importante, en fait, donc ça, c'est le début du code. Il y a simplement des imports de modules et de librairies. Ça, en pratique, on va voir que si on regarde ces tutoriels, c'est parce que la plupart du temps, quand vous allez faire des réseaux de deep learning, les codes il y aura des parties de code qui seront vraiment un peu toujours les mêmes. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que si moi je suis sur une page blanche et n'importe quel ingénieur, il ne sait pas écrire tous ces imports. Donc il vient ici, ou en tout cas à force de faire des codes, il sait ce qu'il va avoir besoin après, il copie-colle, donc il ne faut pas hésiter à venir ici, copier-coller, etc. Un truc important sur ces algorithmes, enfin sur ces tutoriels, là ici en haut du tutoriel, il y a soit download, donc télécharger le notebook associé au code, donc avec tout le code qu'on va voir en dessous, soit voir le code dans GitHub, soit run carrément in Google Colab. En gros, c'est Google qui fournit en fait des notebooks qui permettent d'exécuter le code qu'on voit ici, qui va être dans le notebook, qui permettent d'exécuter. Je n'ai pas une très bonne connexion parce que je suis à la montagne là en ce moment. Et donc, il va permettre d'exécuter le code et ils nous fournissent, il y a un serveur derrière qui tourne chez Google. Donc, Google nous met à disposition un serveur et même avec un GPU. Donc, on va voir qu'on va utiliser soit la RAM, le CPU, soit souvent pour faire des calculs, soit la carte graphique qui est le GPU. Et là, Google nous fournit, bon ça va se télécharger, encore une fois je suis à la montagne, donc voilà, ça va mettre un peu de temps. Ok, donc là on a en fait ils ont gardé les explications qu'on peut, non ça on peut pas le rentrer, ok. Ils ont gardé les explications plus le code. Voilà. Donc encore une fois, pas hésiter, je ne vais pas expliquer en détail, ça c'est une librairie de Torch. Donc tout ça, on voit bien qu'on amène des librairies associées à Torch. On a NumPy, on a Torch Vision pour la partie spécifique à l'image. On a Matplotlib pour tout ce qui est graphique. Et ensuite, on a des fonctions système, que ce soit time ou s, qui vont permettre simplement de calculer le temps d'exécution à chaque étape, vraiment par des opérations très très simples. Donc la première étape, ça va être une étape de load des datas. Alors, on va donc récupérer un dataset d'images et on va loader ces images dans Torch, en fait, dans des objets qu'on appelle des objets Tensor. On le verra en permanence, c'est des objets centraux en fait de la librairie PyTorch, qui généralise en fait la notion de vecteur et de matrice. Bon, bref, vecteur, matrice c'est des vecteurs en plusieurs dimensions, etc. C'est simplement des chiffres dans des tableaux. Et Data Transform, là, donc il y a écrit Data Augmentation and Normalization for Training, Just Normalization for Validation. Bon, désolé pour mon accent. En gros, ces données, quand on va les charger, d'abord, on va un peu leur faire des transformations pour qu'elles soient de la manière qu'on veut, avant de les donner à notre réseau de neurones. Et c'est ce qu'on fait ici.
Là, ici, on a un dictionnaire avec deux clés. La première clé, c'est la clé train. La deuxième clé, c'est la clé validation, donc pour la partie training, donc entraînement, et validation. Dans les deux cas, on va faire ce qu'on appelle un pipeline de transformation. Ce n'est pas hyper courant en Python, c'est très courant en deep learning. Un pipeline de transformation, ça veut dire que là, par exemple, donc cet objet transform, donc là, cet objet transform, il a bien été importé ici depuis Torch Vision. From Torch Vision, import, et là, on a transform. Donc, deux clés, train val. Le premier, donc là, on va avoir un pipeline de transformation. Ça veut dire une succession de transformations qui vont être stockées dans cette partie transform.compose. Et d'ailleurs, on voit que là, dans transform.compose, on a une liste à l'intérieur, donc une liste de transformations spécifique qui va de là jusqu'à là. On voit que la liste se ferme ici et on va avoir plusieurs transformations. La première transformation, on se rappelle, on a des images. Les images, c'est des carrés ou des rectangles de pixels, de valeurs numériques. Random resize crop va simplement 224. Ça signifie simplement que je veux prendre des carrés d'images à l'intérieur de ces images qui sont éventuellement plus grandes, des carrés d'images de taille 224 x 224. Donc ça donne bien des carrés. Et comme il y a écrit random, ça va simplement le côté random, ça va simplement à l'intérieur de chaque image prendre une image de taille 224 x 224. Et voilà. Après cette transformation, on n'aura que des images de taille 224 x 224 qui auront été prises dans le dataset d'entrée de manière à des positions aléatoires. Pourquoi des positions aléatoires? On verra qu'on aime beaucoup l'aléatoire en deep learning et en machine learning, c'est qu'on aime bien donner un dataset varié. Donc, en plus du fait qu'en entrée, on espère avoir des images qui sont un petit peu variées pour que l'algorithme il apprenne des choses relativement variées, on aime bien rajouter en plus au moment des transformations encore de l'aléatoire. Donc on prend des morceaux voilà, aléatoires, c'est pas très important. Le flip, ça veut simplement dire random horizontal flip. Donc random, encore le côté aléatoire. Horizontal flip, ça veut dire simplement qu'on va prendre des symétries, on va, de manière aléatoire sur certaines images, pour certaines images du dataset, prendre la symétrie de l'image. Là encore, c'est pour ajouter, voilà, si je tape random, donc c'est comme ça, hein, vous tapez directement dans Google, et là, par exemple, on voit que, par exemple, là, on a une symétrie, simplement. On a une symétrie du chat. Et donc là encore, c'est donc à l'œil humain, par exemple, notre cerveau comprend très bien que c'est la même chose, que c'est un chat, il n'y a pas de problème. Les algorithmes, c'est bien de leur rajouter une forme de diversité comme ça. Ensuite, il y a toTensor. Cette transformation, c'est simplement pour envoyer l'image dans le monde des tensors, qui est un objet PyTorch. Faut bien comprendre que quand vous utilisez une librairie qui a été développée par une entreprise, qu'elle soit open source ou pas, ou par n'importe qui, cette librairie, justement, tout votre objectif, c'est d'arriver à utiliser, enfin, de ne pas vous embêter à... Enfin, disons que les codeurs ont codé énormément de code en arrière-plan qui vous permettent en fait de ne pas avoir à tout recoder. Si vous voulez recoder un algorithme de deep learning from scratch, on verra que c'est un truc que je vais faire dans une vidéo. Mais dans ce cas-là, il y a plein de choses qui sont faites en arrière-plan, beaucoup de choses qui sont faites en arrière-plan par la librairie, en l'occurrence PyTorch. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les images qui ont été donc une image va rentrer dans ce pipeline de transformation, va d'abord être, on va prendre des images de taille 224 par 224, ensuite on va faire des symétries à l'horizontale de manière aléatoire sur les images, ensuite on va envoyer ces images dans le monde des tensors, ça veut dire qu'on va le transformer en tensor, donc il va être un objet, on va passer d'une image à un objet simplement, il va le mettre dans un vecteur à lui, comme j'ai dit, c'est un tensor, va généraliser la notion de vecteur, voilà. Mais on va être dans le monde, en tout cas il faut le passer dans le monde de PyTorch pour que lui puisse le rentrer dans les réseaux de deep learning. Acceptez cette idée et on va tellement manipuler que ça va devenir naturel pour vous. Et on va en observer dans le code. Ensuite on va avoir un transform.normalize. Alors ça, comme il avait dit au-dessus, data augmentation, donc manipulation, augmentation de la donnée, et normalization. Donc en gros, on aime bien normaliser les données pour les données en entrée des réseaux de neurones.
À savoir, normaliser, c'est simplement passer la moyenne à 0 et la variance à 1. Il faut bien comprendre que des images, c'est simplement une grille de points et chacune des couleurs, c'est une intensité, c'est une valeur numérique, on va dire, qui représente l'intensité, voilà, enfin, qui représente la couleur. Et imaginez simplement qu'on est capable de calculer la moyenne de cette image et la variance. Et en fait, en changeant, donc en normalisant, là, dans un premier temps, ils ont calculé la moyenne des images et les variances. Et ils ont trouvé que pour ramener la moyenne et la variance, il fallait mettre ces valeurs dans la moyenne et ces valeurs dans la variance. C'est quelque chose qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, le dataset est normalisé. Pour la partie validation, donc la deuxième clé, on va avoir là encore un pipeline de transformation qui est une liste de transformations qui est tout ça. La partie resize, c'est simplement... Alors cette fois-ci, la partie resize, ce n'est pas des blocs de taille 256 par 256 dans les images d'entrée. C'est simplement, cette fois-ci, ça va être plutôt une compression, mais c'est le même principe. C'est simplement que il y a des algos, en fait, simplement, tu lui donnes des images de dimension, je ne sais pas, 1200 par 720, etc. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les images en entrée, comme elles sont prises par des appareils photo et des gens différents, elles sont de dimensions différentes. Et donc là, tu vas forcer à ce que toutes les photos soient de taille 256 par 256. 256 pixels par 256 pixels. Dans un deuxième temps, ce que tu vas faire, c'est que, en fait, les réseaux de neurones, ils ont besoin que la taille des vecteurs, enfin là en l'occurrence des images qu'on leur donne en entrée, soit toujours constante, enfin soit toujours d'une taille très précise pour rentrer à l'intérieur du réseau. Si je reviens sur cette image ici, donc un réseau de neurones, c'est simplement, là on a une image en entrée par exemple, 50 par 50, et on va la faire rentrer dans le réseau, etc. Et on va voir que simplement entre chaque couche, là on voit que par exemple entre cette photo et la première couche, il y a ce qu'on appelle la partie convolution. C'est pour ça qu'en image, on appelle ça les convolutional layers, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dedans. On peut très bien manipuler le code dans un premier temps sans rentrer trop dans le détail. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, on a besoin que vraiment les images soient d'une taille précise. Et c'est pour ça que dans un premier temps, d'abord, on va la compresser à 256 par 256, et ensuite, on va prendre une sous-partie de 224 par 224, et center crop au lieu de random. Alors celle-là, ça et ça, c'est pareil. Là, c'était random resize crop, donc c'était aléatoire. On prenait un peu n'importe où sur l'image. Là, cette fois-ci, on va prendre au centre. Voilà. Pourquoi on n'a pas fait un random? Parce qu'en fait, dans la partie validation, enfin la partie training, on veut vraiment qu'il acquiert de la diversité. Dans la partie validation, on s'en fout un petit peu, mais c'est pas très important. Là encore, on envoie cet objet dans la partie tensor. On l'envoie dans un objet tensor de PyTorch. Et enfin, on va là aussi faire une normalisation des images. On reviendra sur tout ça après. Alors, ensuite, on a stocké ces transformations, mais là, on n'a rien transformé. Il va falloir l'appliquer à un certain dataset d'images. Ici, on va stocker nos images. Il faut bien comprendre que derrière, là, je vais plutôt expliquer ici. Donc, là, je vais exécuter la première cellule en faisant play. Ensuite, pour la partie load data, il faut bien comprendre que on est bien sur un serveur et que on va stocker en fait, donc ça veut dire data directory. Donc on va stocker notre dataset à l'intérieur de ce dossier. Et ensuite, on va avoir un image dataset. Alors, on a une variable image dataset dans laquelle on va mettre un dictionnaire qui va avoir exactement, voilà, le dictionnaire finit ici en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire? On va stocker les images dataset dans ce truc. Et là, en fait, on a x de point, une transformation qui va jusque là. Et ensuite, on a un for x in train val. Donc ça, c'est x for x in. En Python, ça veut dire que x va d'abord prendre la valeur train. Et ensuite, on va avoir une deuxième clé qui va être, donc la première valeur, ça va être train, 2 points, cette transformation en remplaçant x par train. Et ensuite, on va avoir une deuxième clé qui va être val. Puis en valeur de cette
valeur, de cette validation, enfin voilà, on va avoir cette valeur. Alors la première fois, on va avoir dataset.imagefolder. Ça veut dire quoi? os.pass.join, ça veut simplement dire qu'on va faire euh, la concaténation du pass, donc os, ça veut dire joindre simplement les deux passes, qui va être donc data slash hypnotera, voilà, hymenoptera data, virgule, x va être remplacé par train pour la première itération, donc ça va être simplement la concaténation de ce pass avec train, donc ça va être data, hypnotera data slash train, et c'est là-dedans qu'il va y avoir l'ensemble des images de train. Et quand on va faire dataset.imagefolder, bah, simplement ça va récupérer, alors dataset là encore, c'est quelque chose qui a été importé depuis Torch Vision. Donc là encore, c'est quelque chose qui appartient à Torch Vision. Et en fait, on imagine bien que, là encore, il faut imaginer que c'est une librairie. Donc il faut avoir un peu d'intuition, un peu d'imagination. Quand on fait dataset.imagefolder et visiblement il leur donne un pass, ça veut dire que voilà, c'est un objet de dataset, mais on n'a pas encore loadé les images. Mais dans un second, donc ça c'est image dataset. Et dans un second temps, on va avoir le data loaders. Encore une fois, c'est important qu'on détaille tout ce code parce que ce sera toujours la même chose. Là encore, on a un dictionnaire. Et for x, on a encore une transformation là ici. Et puis là, on a for x in train val. OK. Donc là, on a data loaders. Donc x va prendre la valeur train ou val. Donc la première fois, ça va être train. torchutils.data.dataloaders. Simplement. Donc torch.utils.dataloader, c'est simplement donc torch utils data dataloader, torch. Donc voilà, ok, bon, on a torch ici, donc on est capable de donner, d'aller chercher dans torch, dans une autre partie de torch, dans un autre module utils, puis data, puis de trouver dataloader. Vous y ferez. Encore une fois, ce genre de code, là aussi, vous allez le copier-coller simplement. En pratique, l'ingénieur va venir copier-coller des bouts de code qu'il a déjà fait, etc. Voilà. Donc là, data loader, et on lui donne quoi? On lui donne image dataset qui contient, on a un peu d'intuition, on a vu qu'il contenait les passes vers les répertoires de train et de validation d'images. Donc ça va faire image dataset de train. Batch size, on va en revenir tout de suite. Alors, batch size, c'est simplement... Alors, juste je regarde un truc. Ok. Batch size, c'est simplement... il faut comprendre que vous avez deux... batch size, ça veut dire que, en fait, votre dataset d'entraînement, il va être simplement stocké par groupe de 4 images. Souvent, d'ailleurs, c'est 64. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, donc ça va être... Imaginons que vous avez 1000 images en entrée, ou 400 images en entrée, vous allez avoir 100 groupes de 4 images, des petits groupes de 4 images. Alors pourquoi on fait ça? C'est simplement parce qu'en fait, donc on va utiliser ce qu'on appelle le GPU, donc la carte graphique pour faire les calculs. Et une carte graphique, c'est pas capable, en fait, dans l'idéal, juste retenez ça, on voudrait être capable d'envoyer toutes nos images d'un coup à l'intérieur du réseau. Mais en fait, on n'est pas capable de le faire. Les GPU, donc les cartes graphiques, sont pas assez grosses. Donc, on va les envoyer par groupe, par plus petits groupes. Souvent, c'est 64. Mais là, ici, ils ont mis 4, donc on va laisser 4. Donc, c'est des groupes de 4. Là encore, ça va être quelque chose éventuellement à paramétrer en fonction de la puissance de vos ordinateurs disponibles. Voilà, mais dans un premier temps, c'est pas important, mais il faut comprendre que c'est simplement des groupes de 4 qui vont être envoyés, donc 4 par 4, dans le GPU, donc la carte graphique. Shuffle égale true. Shuffle, ça veut dire mélanger de manière un peu aléatoire. Donc là, pareil, c'est comme si vous remélangiez vos cartes simplement avant de les charger. Et num de worker, là ici, ça va pas être la carte graphique, ce qu'on appelle le GPU, ça va être le CPU, donc la RAM. Donc ça va être, voilà, num de worker 4. Ça, c'est pas très important. Donc là, on voit bien que c'est pas la partie la plus difficile du code, mais c'est très important. Donc en fait, on a fait une transformation image folder. Alors au-delà du pass là ici, ce qu'on a donné, c'est qu'en plus on a fait, donc ça c'est os.pass.join de datadir qui est cette valeur virgule train ou val, puisque ça va être remplacé ici par train ou x va être remplacé par train ou val, et data transform de x
Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que là, en fait, on avait l'objet data transform. Donc, ça va faire data transform de train. On comprend bien intuitivement. Il faut vraiment être intuitif avec la partie quand on réutilisait des librairies. Là, on lui donne visiblement cet objet. Je dis visiblement, j'ai l'habitude, mais pour que vous compreniez, dataset.imageFolder, il prend deux attributs, qui est le premier, le pass, vers le dataset d'entraînement, là en l'occurrence ou de validation, et la transformation associée à ces images. Donc on récupère le pass vers des images et la transformation, le pipeline de transformation qui était ici pour le train. Donc à l'intérieur de data transform, il va y avoir ça. Alors, c'est ce qu'on appelle une promesse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la transformation n'est pas réalisée, elle va être réalisée par exemple plutôt à ce moment-là. Donc là, on a le data loader et simplement, voilà, on lui a donné donc l'image dataset qui était ça, qui contient à la fois le pass et à la fois les transformations. Donc là, il va pouvoir charger les données qui se trouvent dans le bon pass et ensuite appliquer le pipeline de transformation. Et voilà pour la partie train, le dataset de train et de validation. Ensuite, on va aller dans dataset size. Donc ensuite, on crée une nouvelle variable dataset sizes. Alors ça va être nécessaire derrière pour des statistiques, donc c'est pas compliqué, c'est un dictionnaire. Là encore une fois, for x in train val, donc ça va être un dictionnaire avec deux clés et deux valeurs. La première clé va être train et va contenir en valeur, la première valeur va être la taille de length, donc taille de image dataset, de crochet train, donc du dataset d'entraînement, et l'autre va être l'image de la taille du dataset de validation. On va voir que ça va être nécessaire pour les statistiques. Et au niveau des class names, il faut comprendre que notre dataset de train ou de validation, il contient en fait un objet, enfin il contient un attribut classes qui contient simplement le nom des classes. Donc là, dans le dataset, dans notre dataset, vu qu'on veut reconnaître les araignées, enfin les abeilles ou les fourmis, il va y avoir deux classes donc, et là il va y avoir abeille ou fourmi, simplement, dedans, puisque il y a un attribut classe dans l'image dataset et qui est simplement les deux classes. Ça c'est une ligne simplement pour sélectionner le CPU s'il est disponible. Alors il y a un truc à savoir, votre notebook il n'est pas forcément en utilisation. Donc déjà je vais faire entrer de ce truc. Donc je vais exécuter ça. Ah oui, j'avais vu ça. En gros, ouais, bon bah ça c'est pour ça que c'est toujours compliqué de se former. C'est que là en fait vous exécutez leur, leur, euh, leur notebook et en fait la plupart du code est effectué, mais là on voit qu'il y a un problème. Il dit no such file or directory. En gros, il trouve pas la data en fait dans data, Hypnotera, train, etc. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit truc. Et là d'ailleurs ils disent dans un premier temps en fait il va falloir downloader donc ce fichier .zip qui va contenir en fait l'ensemble du dataset d'entraînement et de validation. Donc on va télécharger ce fichier, on va l'unzipper, donc le dézipper pour qu'il y ait les dossiers de train et de validation qui apparaissent. Donc ça j'avais préparé, donc ça demande un petit peu de temps. Alors, du coup, j'avais préparé un petit code qui permet, en fait, ils n'ont pas tout fait. Donc là, je vais faire. euh, alors moi, généralement, j'utilise le raccourci pour ajouter une cellule au-dessus. Pour ajouter une cellule au-dessus, je vais simplement cliquer là, ici, là, et je vais appuyer sur A pour above, qui a permis d'ajouter une cellule ici. Ici, donc là, en fait, j'explique juste le code. Derrière, c'est un serveur basé sur Linux, ce qui fait que là, c'est des commandes Linux. Donc, du coup, on cherche simplement un pour installer, si vous cherchez download from terminal Linux, par exemple, download something ou zip, etc. Ils vont vous dire en fait de télécharger wget, ensuite de l'importer. Donc wget, c'est un petit programme sur Linux qui permet simplement de télécharger quelque chose depuis le terminal.
Ensuite, vous allez pouvoir importer wget dans votre code. Alors là, en vérité, soi-disant, on doit faire du Python, mais quand je mets un point d'exclamation devant, ça me permet de faire une commande sur le terminal sous-jacent. C'est-à-dire que dans le serveur, ce code est connecté à un serveur chez Google. Euh, ce- Comme c'est un serveur, c'est comme un ordinateur, et tous les ordinateurs Linux ont un terminal, une invite de commande, enfin un terminal, et du coup, simplement, quand je fais le point d'exclamation devant, c'est comme si j'écrivais une commande dans le terminal qui est associé à cet ordinateur. Ensuite, là, je vais pouvoir faire du Python. Je vais importer donc cette librairie que j'ai téléchargée. Ensuite, je vais pouvoir mettre l'URL là dans laquelle ils m'ont dit qu'il y avait le zip. Ensuite, je vais pouvoir faire le wget.download. Ça va le télécharger à un certain endroit dans la hiérarchie des répertoires du serveur Linux. Et ensuite, je vais pouvoir faire un apt-get install unzip. Donc, il va falloir que j'unzip. Donc, je vais télécharger ce fichier, ce répertoire. Et ensuite, il va falloir que je l'unzip. Et enfin, il va falloir que je télécharge le programme unzip. Encore une fois, apt-get. Là, c'était voilà, apt-get install unzip. Et là, je vais pouvoir faire un unzip Hypnotera data. Alors, voilà. Il y a différentes façons de le faire. Bon, moi j'ai préparé ce code, vous pouvez prendre le même. Et je vais exécuter ça. Donc là, voilà, ça installe wget. Là maintenant, c'est en train de télécharger chacune des images. Donc on voit bien qu'il y a on voit bien qu'il y a simplement des JPEG qui seront téléchargés avec Biz. Donc là, c'est par exemple pour abeille, etc. Et au-dessus, on va avoir peut-être fourmi, ants, fourmi, etc. Donc c'est tout plein de JPEG qui sont téléchargés soit dans Val, dans un répertoire Hypnotera Data Val, soit dans Train, donc dans un autre répertoire au même endroit, mais avec un répertoire qui s'appelle Train, enfin un autre répertoire. Et, euh, et voilà. Et là, en fait, maintenant, il y avait un petit bug encore, c'est qu'en fait, si je fais entre. Donc, voilà. Donc là, il est toujours pas capable de trouver data, Hypnotera, train. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça a été mis dans Hypnotera directement. Donc, on rappelle que là, il va y avoir la jointure entre. Il va y avoir la concaténation ou jointure entre Hypnotera Data et Biz ou Ants. Donc là, je vais faire entrer, puisque là, il y a le join des chemins entre ça et X qui va être remplacé par train ou val. Voilà. Donc je vais faire, faites juste pareil que moi. Donc là, vous faites entrer et cette fois-ci, ça a marché. Euh, voilà. Ah oui, l'autre truc, si on veut passer donc l'ordinateur en mode GPU et pas en mode CPU, puisqu'il est d'office, je crois, je ne sais plus en quoi, mais en tout cas, il suffit de cliquer l'accélérateur du matériel, paramètre du notebook. Il suffit de cliquer sur GPU et de faire entrer simplement. Voilà, comme ça on est en mode GPU. Voilà, je vais réexécuter ça dans le doute. Là, device transform is not defined. Ok, je pense que simplement, comme j'ai passé le notebook en mode GPU, il ne dispose peut-être plus de transform qui est ici, donc peut-être qu'il faut que je réexécute. Donc là, je réexécute les cellules. Alors, je pense que le répertoire, par contre, il est toujours là. On va voir ça. Non, donc là encore, il faut que je réexécute ça parce que je pense que peut-être le serveur derrière a été réinitialisé. Voilà. Ensuite, on va exécuter ça. Donc cette fois-ci, ça a bien marché. Ça veut dire que quand j'ai passé le serveur derrière en mode GPU, il a tout réinitialisé. Donc j'ai juste réexécuté les lignes. Et si j'exécute. Alors, pour ouvrir une commande, pour créer une cellule au-dessus de la cellule courante en appuyant, donc là on appuie sur la partie grise, là avec votre souris. Si vous faites A pour above, ça crée une cellule au-dessus. Merde. C'est important de savoir se servir du. Je vais la supprimer du notebook.
Et là, je vais recliquer là et au lieu de A pour above, je vais faire B pour below. Voilà, simplement ça crée une cellule en dessous. Et là, j'ai device. Donc on a bien un device de type CUDA. Donc CUDA, c'est du GPU. Donc on est bien en mode GPU. Je vais supprimer là encore ce truc. Alors maintenant on va rentrer vraiment dans le code. Continuons. Alors là il y a simplement visualiser, il y a écrit visualiser quelques images. Let's visualize, c'est parti pour visualiser quelques images d'entraînement. Voilà. Alors ça c'est une fonction def image show qui prend une image en entrée avec un titre éventuellement. Là, il y a la docstring, donc simplement un commentaire pour expliquer ce que fait cette fonction. Image show for tensor, ça permet d'afficher en fait à partir donc des images d'entrée, d'afficher l'image là, ici. Et ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail tout de suite. Surtout que moi, je ne sais pas écrire ça d'un coup, encore une fois, en tant qu'ingénieur. Souvent, je copie des fonctions que moi j'ai fait. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que je mémorise tous les matins. Même si j'ai besoin de comprendre, je peux venir comprendre. D'ailleurs, voilà, on va voir un peu comment ça marche, mais c'est pas forcément notre objet aujourd'hui. Mais simplement, ils ont fait une fonction qui permet, à partir d'une image en entrée, de l'afficher là ici. Get a batch of training data. Ça, c'est important. Ici, on a notre fameux data loader qui a été initialisé ici. On sait que ça contient les images qui ont été transformées par le pipeline de transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, data loaders, on le transforme en ce qu'on appelle un itérateur. Un itérateur, c'est comme une liste, sauf que c'est optimisé. En gros, toute la liste n'est pas conservée. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. En gros, ça va comme remplacer en une liste votre data loader. Et on rappelle que le dataset, c'était des groupes de, on a dit quoi avec le batch size, des groupes de 4. Donc si vous avez 400 images, vous avez 100 groupes de 4 images. Donc là, là-dedans, on va dire qu'on pourrait accéder aux 100 groupes de 4 images. Quand on fait Next, on accède au premier groupe de 4 images. Donc quand on le fait une fois, on va avoir le premier groupe de 4 images qui va être stocké. Alors le groupe de 4 images, il contient deux choses. Un, les photos. Donc là, il va y avoir 4 photos dans input. Et classe, donc c'est la classe, la catégorie associée à la photo, donc abeille ou fourmi. Et donc quand on fait une fois le next, on va accéder au premier groupe. Et je vais vous montrer. Si on fait une deuxième fois next, imaginons, je réécrivais. J'applique une deuxième fois next, on passerait au deuxième. Puis une troisième fois next, on passerait au troisième groupe de 4 images. Puis une quatrième fois next, on passerait au quatrième. Donc là, en fait, on a simplement récupéré le premier groupe de 4 images avec les catégories associées. Là, il y a un truc qui s'appelle Make a Grid from Batch. Donc ça, c'est à partir là, on a pris un batch de 4. Donc un batch, je ne sais plus comment on dit en français, mais en gros, c'est un groupe de 4 images. Et on va faire un torch vision. Alors, ça, c'est juste faire une grille. Une grille, c'est mettre les 4 images dans une plus grande image. Voilà, avec une grille, il va y avoir 4 cases. Et simplement, voilà, c'est ça. Et là, on va utiliser leur fonction ImageShow qui va prendre donc ces 4 images qui ont été mises sous la forme d'une grille en donnant en titre de chacune des images la classe associée à ce titre for class in classes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va mettre la catégorie associée à chaque photo au-dessus de la photo. Donc là, je vais exécuter ça. Voilà. Donc là, on a 4 images. Donc la première, on voit bien que c'est une abeille. La deuxième, c'est une abeille. La troisième, c'est une fourmi. La quatrième, c'est une fourmi. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les classes. Comme on a dit, on a mis en titre de chaque photo. C'est un peu décalé. Mais simplement la catégorie associée. Voilà, donc là, c'est très clair. Et on voit que les images font 224, enfin un peu plus que 200 en termes de largeur et de hauteur. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en fait, si on revient là pour vous expliquer un peu l'intuition de cette fonction image transform. En entrée, on a donné donc dans out, dans input, puisqu'on a dit qu'après data loaders, il y a des espèces au milieu de la transformation, on a mis en tout tensor. Donc, en fait,
pour avoir un peu l'intuition, donc là, on a des éléments qui sont des tensors. Euh, donc, on y reviendra. C'est des vecteurs en plusieurs des vecteurs. La notion de matrice et de vecteurs dans PyTorch. Admettez juste ça. Là, on le transforme en un objet NumPy. Je ne vais pas détailler ce que c'est NumPy, une librairie pour manipuler des chiffres, des images, etc. Là, il va y avoir un transform. Alors ça, c'est des trucs que vous allez faire tous les jours avec PyTorch. On ne va pas rentrer dans le détail là encore là-dessus. C'est simplement que pour pouvoir l'afficher, on va devoir transposer, ça veut dire réorganiser un peu cette matrice qui contient l'image d'une certaine manière pour qu'elle puisse bien s'afficher. Je ferai un cours en détail sur ces manipulations qui sont importantes. Euh, Là, qu'est-ce qui se passe avec min et standard? Là, il stocke simplement, donc ça veut dire NP. Alors, NP, c'est un alias pour NumPy. D'ailleurs, c'est pas mal leur truc. Si on met la souris au-dessus, on voit un peu des informations sur l'objet. Euh, Juste pour revenir sur les imports, là, on a un import NumPy as NP. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on importe NumPy et qu'on met un alias NP sur. Donc quand on fait NP. Quelque chose, c'est comme si on faisait NumPy. Quelque chose, sauf que c'est plus court. Voilà, et on va faire un np.array. Ah voilà. Donc en fait, là, on a simplement défini deux vecteurs. Donc array, ça veut dire tableau, donc, avec trois nombres qui sont les nombres 0,485, 0,456, 0,406. Et là, pareil, et ça, on l'a appelé standard pour standard deviation. Bon, en gros, ça, c'est la variance. Et en fait, si vous regardez les nombres là, ils sont exactement les mêmes. Min, là, ça, c'est exactement les mêmes que ça. Et ça, c'est exactement les mêmes que ça. Et pareil pour validation ici. En fait, je rappelle qu'on avait normalisé les images dans le pipeline de transformation. C'est-à-dire qu'on les avait rendues avec une espérance et une variance de 0 et une variance de 1. Si j'enlève ça, ça veut dire que comme les images ont été transformées, là ici, là, les images qu'on a récupérées ici ont été transformées par le data loader, c'est-à-dire ont été normalisées et mis une variance avant d'être données une variance à 1 avant d'être donnée à l'algorithme de deep learning. On va voir, donc là, si j'enlevais ça, ce que je vous explique, c'est qu'on va voir en fait avec ces transformations. Donc, je refais entrer. Standard is not defined. Très bien, donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà. Donc là, on a les quatre images, mais telles qu'elles ont été transformées avant d'être. Et elles vont être données comme ça au réseau de deep learning. Et ça, c'est des images avec une espérance, donc une moyenne et une variance de 1. On voit bien qu'on a beaucoup de mal déjà à comprendre d'un point de vue avec notre œil d'être humain ces images. Voilà. Et en fait, du coup, pour qu'on puisse les visualiser proprement et puis pour qu'avec notre œil, vu que là on les affiche, en fait, on va remettre leur moyenne et leur variance à leur état de base, juste pour cet affichage. Donc en fait, c'est fait avec ça. En fait, on fait min, standard, et ensuite on prend les images. Là, INP, c'est notre image en entrée. Et en fait, juste, c'est une transformation très facile. On va faire INP fois standard. Bon, ça, c'est une multiplication un peu de vecteurs, etc. Je vais vous demander d'être intuitif sur la partie transformation. Sachez que c'est simplement des vecteurs qui se multiplient, des matrices qui se multiplient. On rentrera dans le détail. J'irai même jusqu'à développer un réseau de deep learning en détail de zéro sans utiliser une librairie et juste avec la librairie, enfin sans utiliser une librairie de deep learning, donc juste en utilisant NumPy. Donc là on fait standard fois INP plus la moyenne. Ça nous donne quoi? Ensuite là il y a ça c'est pas important, voilà, c'est nécessaire. Donc là on a toujours notre image, on fait notre mini transformation de l'image, là encore une fois c'est on transpose, on réorganise. Voilà, c'est pas important dans un premier temps, vous pouvez très bien comprendre l'idée générale. Là, il y a un plot PLT, puisqu'on avait importé ici, là encore, c'est un alias de matplotlib. Voilà. On avait fait import matplotlib.pyplot as PLT. As PLT, simplement, et donc là, on a l'alias de matplotlib. Donc, matplotlib.imageShow de l'image. Voilà. Et ensuite, on rajoute la partie pour le titre, etc. Simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait ici. Et là, de nouveau, on a la moyenne et la variance qui sont human visible, quoi. Enfin, interprétables par l'être humain. Donc là, on rentre dans la partie training du modèle. Donc voilà, c'est parti.
So now, il y a écrit let's write a general function to train the model. Here we will illustrate scheduling the learning rate, saving the best model. Ok. Alors, cette boucle là ici, c'est en gros, en tout cas, par exemple, de là à je sais plus, quelque chose vers là. En gros, ce code, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que souvent, on copie-colle ce code pour nos entraînements. Et c'est très important de là bien comprendre chaque ligne. Je vais vous donner l'intuition sur la partie théorique. On ne va pas forcément creuser totalement la partie théorique. Je veux que la partie code, là l'idée c'est vraiment de comprendre la librairie PyTorch. Donc on a défini une fonction train model qui va prendre un modèle, donc notre réseau de deep learning, qui va prendre un critérion. Alors ça c'est simplement une fonction d'erreur qui va simplement, en fait quand on fait un modèle, on donne une image en entrée, ça rentre dans le modèle, ça parcourt tout le modèle, à la fin en sortie ça nous dit ok, d'après lui, quelle catégorie c'est et est-ce que c'est par exemple une abeille, est-ce que c'est une fourmi. Et le critérion, c'est quelque chose qui permet de calculer l'erreur entre ce que l'algorithme a prédit et la vérité de ce qu'on a dans le dataset, puisque à côté de la photo, on sait exactement quel label ou classe ça devrait être. Et à chaque fois qu'il y a une erreur qui est notée, il y a une fonction, il y a une erreur entre la prédiction et la vraie catégorie. Et bien, il faut être capable d'évaluer cette erreur pour ensuite corriger l'algorithme, rétropropager, ce qu'on appelle faire la feedback loop, etc. Rétropropager, corriger l'algorithme de deep learning. Donc ça, c'est simplement pour calculer l'erreur. Voilà, il y a plein de types de critérions et c'est souvent les mêmes. Mais donc là, voilà, c'est l'erreur. Optimiseur, c'est simplement que, on le verra encore plus tard, mais l'optimiseur, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand on va rétropropager le gradient, en gros, on va vouloir en fait, et faire la feedback loop, en gros, on va vouloir améliorer donc modifier un petit peu les paramètres de notre réseau pour modifier un petit peu les paramètres de notre réseau pour qu'il ait pour qu'il s'améliore en fait à chaque étape de l'entraînement. Et donc l'optimiseur, ça va être ici ce qu'on appelle le stochastic gradient descent. C'est en fait le programme qui va permettre d'essayer d'optimiser au fur et à mesure notre réseau de deep learning. J'y reviendrai plus en détail. Le scheduler, ça va être un programme de planification qui va dire, en fait dans l'optimiseur, il y a ce qu'on appelle un learning rate. Et un learning rate, c'est le pas d'amélioration de notre réseau à chaque étape. Et le scheduler, c'est simplement quelque chose qui va dire ce pas d'amélioration, puisqu'on va voir qu'on va essayer de minimiser une fonction en l'occurrence convexe, mais j'y reviendrai plus tard. On va essayer simplement de minimiser une fonction qui est la fonction de loss, en fait, qui est donc l'erreur. En fait, on va essayer de minimiser simplement l'erreur entre la prédiction du modèle, ce qui prédit à chaque image, et ce que devrait être et la vraie catégorie de cette image. Et donc ça, on va essayer de prédire simplement, on va essayer de prédire ça. Et la fonction de loss, c'est simplement l'erreur entre la prédiction et ce que ça aurait dû être. Et on va essayer de minimiser cette loss. La loss, la perte ou l'erreur. On va essayer de minimiser l'erreur. On va essayer d'avoir un modèle de deep learning qui va minimiser cette erreur. Et pour ça, on va avoir un algorithme d'optimisation qui va, voilà. Et cet algorithme d'optimisation, c'est ce qu'on appelle le stochastic gradient descent, qui va simplement il va avoir une espèce de fonction et il va simplement essayer pas par pas, avec des petits pas, de s'approcher en fait dans la direction de plus grande pente qui est son minimum pour minimiser l'erreur. Et ce pas en fait va être de plus en plus petit. Il va partir avec une certaine taille, puis au fur et à mesure. Là, le scheduler, il va dire quoi? Il va dire en fait, tu me diminues le learning rate, donc ce petit pas, tous les temps de temps. Et là, nombre d'époques, alors c'est le nombre de fois en fait où on va passer simplement sur l'ensemble. En fait, par exemple, si on a 1000 images d'entraînement, on ne va pas passer une seule fois les 1000 images dans le réseau une seule fois. En fait, on va passer 25 fois sur ces 1000 images.
Et en fait, ça va permettre d'améliorer à chaque fois les résultats du réseau. Alors, première ligne, since time.time. Ça, c'est simplement, on avait vu la librairie time au-dessus, j'avais dit que c'est des librairies qui n'appartiennent pas à PyTorch. C'est une librairie qui va permettre simplement de stocker le temps, la valeur du temps au moment de l'exécution. Là, ici, on va juste stocker le temps à ce moment-là. On verra qu'on va faire pareil à la fin, et comme ça, on va être capable de savoir combien de temps on aura mis pour entraîner notre modèle. Alors, pareil, on va aller regarder en fait, on va aller regarder avec quels paramètres, donc modèle, critérion, optimiseur, scheduler, etc. Cette fonction de train est appelée. Donc simplement là, donc train modèle, juste en dessous, on va avoir donc la fonction train modèle, elle est appelée, voilà, train modèle est appelée ici. Cette fonction est avec les paramètres modèle FT, critérion optimiseur FT, learning rate scheduler, nombre d'époques à 25. Et là, tous les paramètres correspondants sont stockés juste au-dessus, ici. Alors, on va voir donc avec quelle valeur des paramètres exactement cette fonction d'entraînement est appelée. Le premier paramètre, c'est modèle FT. Modèle FT, là, on voit bien qu'on a récupéré un modèle qui s'appelle ResNet18, simplement, qui est en fait un modèle, vous pouvez taper sur internet ResNet18, c'est un modèle qui est bien connu, je crois, et on va simplement ResNet18, et on va le prendre en mode pré-entraîné, oui, c'est-à-dire on ne va pas simplement prendre l'architecture, donc toutes les couches, les neurones, etc., avec des valeurs non entraînées de chacun des paramètres, on va le prendre en plus pré-entraîné, puisqu'on fait du transfer learning. Et le nombre de features, on va avoir quoi? Ah ouais, non, ça je vais revenir plus tard. Donc on prend un modèle pré-entraîné. Ça va être tout ça, ça va être très important. Ensuite, en deuxième paramètre, on a le critérion. Donc le critérion, ce que j'avais dit, c'était que c'était une fonction d'erreur. Et le critérion, ici, ça va être la cross-entropie loss. Peu importe, c'est juste une fonction qui permet de calculer la distance entre la prédiction et ce qu'aurait dû prédire le truc. Donc simplement, c'est un truc qui permet, une fonction mathématique. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça, qui permet, voilà, c'est les chercheurs qui font ça, de calculer la distance entre deux vecteurs pour voir l'erreur entre la prédiction et ce qu'on aurait dû obtenir, puisque c'est ça qu'on va essayer d'optimiser dans un second temps. Troisième paramètre, l'optimiseur. L'optimiseur, ça va être simplement comme je l'ai dit, ça va... Ah oui, alors juste pour revenir un petit peu là-dessus, Models, là, en fait, PyTorch vient avec un certain nombre de modèles pré-entraînés, puisque ils sont tellement populaires, tellement utilisés pour faire du transfer learning, par exemple, qu'ils ont déjà été stockés dans leur librairie. Donc je reviens aux imports ici. Voilà. On a importé from Torch Vision apporte datasets qu'on a utilisé plus tôt, transform qu'on a utilisé plus tôt, mais aussi models qui contient un certain nombre de modèles. Et donc, on les a bien récupérés directement depuis la librairie. Donc ça, c'est le ResNet, voilà, 18. Pareil, non, ça on verra plus tard. Deuxième paramètre, critérion, donc on a vu, c'est simplement la cross-entropie loss. L'optimiseur FT, donc pareil, ça c'était dans Neural Network qu'on a importé plus haut dans les imports. Vous pourrez regarder, on a cet alias. Donc la cross-entropie loss est déjà fournie, vous imaginez bien. Les codeurs, s'ils font une librairie pour faire du deep learning, vu que c'est une librairie solide, ils vous donnent bien l'ensemble des objets dont vous avez besoin et qui sont déjà contenus dans la librairie. Troisième paramètre, optimiseur. Donc l'optimiseur, stochastique gradient de descente. Et on va avoir... alors voilà. Donc, observe that all parameters are being optimized. OK. Donc l'optimiseur, stochastique gradient de descente, a besoin lui-même de 3 paramètres. Il va avoir besoin, en fait, qu'on lui donne tous les paramètres du réseau de deep learning qu'on avait au-dessus. Donc à savoir ici, là, on avait stocké ce réseau. En fait, on va essayer d'optimiser quoi? Le programme d'optimisation va essayer d'optimiser quoi? Il va essayer de bouger chacun des paramètres du réseau un petit peu pour essayer de minimiser à chaque fois l'erreur de notre réseau. Donc il va avoir besoin des paramètres en entrée. Je vais expliquer pourquoi ils disent ça ici. Le learning rate est à 0.001.
j'avais dit qu'il y a un petit pas d'optimisation. On a une fonction, il faut imaginer qu'on a une fonction convexe. La fonction convexe, ça c'est pas important, mais c'est juste qu'en fait pour être sûr de trouver un minimum global, etc., on a besoin d'une fonction convexe. Fonction convexe, c'est rien d'autre qu'une fonction en fait qui est en bol comme ça. Elle peut pas. Voilà. Ça c'est une fonction convexe, par exemple. Et à droite, donc voilà, c'est une fonction concave. Et là, on voit bien qu'on a un beau minimum. On est sûr un peu de trouver un minimum, mais peu importe. Donc il y a une fonction. Il y a donc voilà, et il y a un learning rate qui est qu'en fait, on va se retrouver, donc là on a cette fonction en bol, on va se retrouver quelque part sur cette fonction, et en fait on va essayer doucement, avec un programme d'optimisation, donc l'optimiseur FT, d'aller chercher le minimum. Et on va le faire avec un certain pas, et ce pas c'est le learning rate. Voilà, momentum 0.9, c'est pas du tout important pour l'instant. Ensuite, en dernier paramètre, on va avoir le learning rate scheduler, decay LR by a factor of 0.1 every 7 epochs. Voilà, donc j'avais dit le scheduler, c'est un programme de planification qui va être le dernier paramètre, qui va être donné là ici, enfin l'avant-dernier, et qui va dire en fait, comme on a les époques, c'est le nombre de fois où on passe dans tout le dataset complet. En fait, là, on va avoir un step size égale 7. Ça veut dire que tous les 7 époques, on va diviser. Alors, gamma égale 0.1, ça veut dire qu'on va multiplier par 0.1 notre learning rate. Ça veut dire qu'on va diviser par 10 notre learning rate. C'est-à-dire qu'au départ, il va par exemple faire cette taille. Et pour les 7 premières époques, ça va être un programme d'optimisation. Et puis, à la 7e, il va se diviser par 10, etc. Et puis, à la 14e, il va encore se diviser par 10. Et puis, etc., etc. Tous les 7 époques. Donc là, c'est tous les 7 époques. D'ailleurs, il y a écrit divise le learning rate by a factor of 0.1. Donc ça veut dire par 10, quoi. Multiplié par 0.1, c'est l'équivalent à diviser par 10. Chaque 7 époques. Voilà. Je voulais revenir sur cette petite phrase. Donc là, dans le programme d'optimisation, on a dit qu'on allait optimiser quoi? Tous les paramètres du réseau, puisqu'on a fait modèle ft.parameters qui donne tous les paramètres. Et en fait, pourquoi ils le disent observe that all parameters are being optimized? On avait vu au début qu'il y avait deux manières de faire du transfer learning. Soit on réoptimise tous les paramètres, donc ça paraît un peu évident, quoi. On essaie sur notre nouveau dataset, on a un modèle pré-entraîné, on essaie sur notre nouveau dataset d'entraîner, on réentraîne tous les paramètres en fait en partant de là où ils étaient déjà voilà. Et il était écrit, comme les chercheurs nous l'ont dit, qu'il est possible aussi simplement de entraîner, on va voir que de donner que certains paramètres qui sont la dernière couche en fait de notre réseau. Voilà, ça c'est les chercheurs qui nous disent ça, on va dire les chercheurs quoi. On a observé que, et on verra pourquoi, c'est parce que cette dernière couche en fait est très importante, mais voilà, il y a ces deux méthodes. Et en fait, ce qu'il voulait dire là, c'est que là, à ce moment du code, on donne bien tous les paramètres. Donc, on est sur la première méthode. Je vais revenir dans notre code. Donc, on a vu tous les paramètres avec lesquels... Ah oui, le dernier paramètre, c'est le nombre d'époques, simplement, qui est défini ici à 25. Donc, on va passer 25 fois sur le réseau complet. Et là, je revois un petit peu... On revient ici. Donc, dans un premier temps, il y a écrit base model copy.deepcopy de model.statedict. Alors, là, je vais vous donner l'intuition sur chacune des lignes. Model.statedict, ça veut dire en fait le modèle, c'est, on va imaginer un énorme tableau ou un graphe, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est plein de poids qui ont été entraînés, qui ont une certaine valeur avec une certaine architecture de l'organisation des poids, etc. Et quand on fait un point statedict, ça veut dire que ça convertit tous ces poids dans un dictionnaire, dans un grand dictionnaire Python, ce qui va permettre de le copier sur le système. C'est comme si là, le modèle, on est dans le monde, donc c'est un objet PyTorch. Là, .statedict, ça va permettre en fait ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà? C'est de la persistance. En gros, ça veut dire qu'on va prendre tous nos poids, on va les convertir dans un gros dictionnaire Python, et ensuite, on va faire une espèce de copie. On va faire une copy.dcopy. Donc, on avait importé cette librairie plus tôt. Donc, à chaque fois, on peut revenir à cette librairie plus tôt. On avait fait un import copy. Donc, ça, c'est une fonction système. On voit bien que ça n'appartient pas à Torch. Enfin, c'est une librairie qui n'appartient pas à Torch, simplement. Et
Et voilà, donc on a copy.deepcopy. Donc, alors, voilà. Donc, en fait, copy.deepcopy, ça n'appartient pas à Torch. Et donc, en fait, c'est capable de faire. Ça peut faire une copie, mais d'un dictionnaire. Donc, en fait, et pas d'un truc Torch, d'un objet Torch tel que modèle. Donc, on l'a transformé .stateDict. Et en fait, et on l'a copié. Donc, on a copié quoi? Tous les poids, en fait, du modèle, donc de notre réseau de deep learning. En fait, on veut le stocker là maintenant. On va l'initialiser. Parce qu'en fait, on va, à chaque fois qu'on va essayer d'entraîner, à chaque étape de l'entraînement, on va essayer de voir si notre modèle à l'étape suivante est meilleur que notre modèle à l'étape précédente. Donc on va voir qu'on va mettre à jour cette variable au fur et à mesure qu'on va passer qu'on va entraîner notre modèle, mais ça va devenir de plus en plus logique. Enfin, je vais expliquer la suite du code. Voilà, c'est important de passer pas mal de temps là-dessus. N'hésitez pas à passer beaucoup de temps parce que cette boucle, c'est la boucle que vous la retrouverez en permanence. Alors, each epoch has a training and validation phase. En gros, on va faire ce qu'on va faire à la fois pour la phase d'entraînement et pour la phase de validation. Donc là, on a un gros for, on se sert de l'indentation ici. Alors, en gros, l'indentation pour le for, elle va se finir au if. Là, vous voyez, je mets ma souris, je descends là comme ça. Je me mets au niveau du if, juste en dessous du for, je descends. Donc je sais que ça se finit là. Donc là, dans ce for, on va avoir tout ça. Ok, on va pouvoir voir ce qu'il y a. Donc, à la fois pour la phase de training et pour la phase de validation. Si dans le cas... Alors, un modèle, il se met en mode training ou en mode validation. En fait, quand il est en mode modèle.train, quand vous utilisez la méthode train sur modèle, en fait, vous lui dites set modèle, mettre le modèle en mode training. Voilà, on va voir les implications que ça aura au fur et à mesure. Et donc dans la première phase, on va être en mode train, donc on va supposer que phase égale train, donc on ne regarde pas le else là ici, on n'est pas en mode... voilà. On a quoi? Running loss et running correct. En gros, running loss, ça va être... on va voir qu'on va... En fait, ça va être l'erreur entre la prédiction et ce qu'on aurait dû prédire du modèle. Et en fait, on va vouloir stocker à chaque fois pour voir si notre erreur diminue au fur et à mesure. Donc en fait, ça va être à chaque étape de l'entraînement, on va stocker l'erreur et on va stocker aussi le nombre de corrects, aussi pour des raisons de statistiques, etc. Après, on va itérer à travers la data. Donc là, on va commencer vraiment l'entraînement. Donc on va faire for input labels in data loaders de phase. Data loaders phase égale train, donc data loaders de train. Donc on va avoir l'ensemble de nos images d'entraînement. Et on va faire for input, donc les images, labels. Alors, à chaque étape du for input labels in data loader de phase, on a en réalité 4 images dans inputs et 4 images dans labels. Alors, pourquoi 4? Parce qu'on avait vu que batch size était égal, là si on regarde le data loaders ici, batch size était égal à 4. Donc voilà, il faut juste le savoir. Donc quand on fait for input labels in data loaders de train, on va avoir 4 images à chaque itération là, du for. Donc d'ailleurs, je vais resélectionner ici. Donc là, ce for va jusqu'à... Alors, ce for va jusqu'à là. Très bien. Donc, on a 4 images, 4 catégories, 0 de parameters gradient. Alors ça fait quoi? Ça fait simplement... Alors là, je vais vraiment utiliser votre... Enfin, faites-moi confiance. On verra ces notions en détail. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous faites des calculs, en fait, après, on va donner des images. En fait, disons que avant de commencer l'entraînement, on remet toujours, c'est un peu conventionnel, notre optimiser les gradients. On verra cette notion de gradient, ce qu'on sont les dérivés partiels. On va remettre rappelez-vous juste que, voilà, vous le voyez ici, 0 de parameters gradient, ça veut dire simplement qu'on remet les gradients à 0. On fait toujours ça au début parce que, en vérité, dans les codes complexes, on a pu avoir des gradients qui ne sont plus à 0, enfin, alors qu'on veut qu'ils soient à 0 à ce moment-là. On a besoin qu'au début de l'entraînement, ce soit à 0. Donc on remet ça à 0. Et ensuite, on va faire le fameux forward. Forward, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va vraiment là donner nos images en entrée, en fait, et obtenir une prédiction. Donc là, on a un with torch.setGradEnable dans la phase égale train. Alors en gros, en fait, on veut
activer les gradients, c'est-à-dire on veut là à ce moment-là du code dire au réseau euh, je veux que tu commences à calculer les gradients. En mode train, ça veut dire les gradients, je veux que tu commences à calculer les gradients parce qu'en mode validation, euh, il arrête de calculer les gradients. Donc voilà. Et là, on va avoir quoi? On va avoir... Le with, ça veut dire qu'en fait, pendant toute la partie indentée en dessous du with, donc c'est-à-dire jusque-là, et ben en fait, on va avoir les gradients qui vont être en mode, qui vont être enable, ça veut dire activé. Voilà. Pour l'instant, je vais utiliser votre intuition, juste faites-moi confiance. On va faire modèle, donc modèle, c'est notre modèle de deep learning. On va donner quoi en entrée? Inputs. Inputs qui était quoi? Les 4 images, 4 par 4, hein, et on va faire ça fort, donc c'est 4 par 4. On va donner nos 4 premières images à notre. Ça va rentrer dans le modèle, ok, et ça va sortir une prédiction. Et on va faire quoi en fait? Là, on a besoin de faire un torch.max parce que voilà, c'est juste une petite transformation qui va permettre de dire on a simplement besoin de faire cette transformation parce qu'en réalité dans output, donc il y a deux possibilités puisqu'on a dit qu'en sortie il y a deux neurones puisque ça va être soit la fourmi soit l'abeille et en fait donc ces deux valeurs numériques en fait elles vont être euh, il va y en avoir une qui est plus grande que l'autre et en fait on va prendre la max des deux qu'on va mettre à 1 et l'autre qu'on va mettre à 0. C'est simplement pour savoir, c'est une mini transformation, on en parlera plus tard, qui vont permettre simplement de dire donc c'est notre prédiction. Là, on a stocké l'output, qui était un chiffre numérique en fait, mais qui est en fait il y a plus le, en fait il y a deux sorties, donc du coup deux nombres numériques. Et en fait, le premier est associé par exemple à la fourmi, le deuxième est associé à l'abeille, et c'est le plus grand des deux. Le nombre le plus grand des deux, c'est la catégorie, donc abeille ou fourmi, qui a prédit en fait le réseau de neurones. Et en fait, output, comme c'est une valeur numérique, il y a besoin de lui faire une mini transformation pour savoir en fait quelle catégorie en fait. Après, on veut pas. En réalité, l'output, c'est une probabilité que ce soit la catégorie 1 ou la catégorie 2. Et en fait, là, on veut le transformer sous la forme de. À la fin, on prend la catégorie, le nombre le plus haut, et on dit OK, c'est ça, on le met à 1 et l'autre à 0. Et la loss, comme je l'ai dit, donc on avait dit en fait, on avait le critérion qui permet de calculer l'erreur, la distance entre output, donc ce qu'on a calculé, et labels, qui a été stocké ici, qui est fourni dans le dataset, l'erreur entre la prédiction du réseau et ce qu'on aurait dû prédire. Et ça, on appelle ça la loss. Voilà. Ensuite, on va avoir une étape de backward plus optimisation seulement si on est dans la phase de training. Donc, constatant cette erreur, alors là, pour l'instant, apprenez-le juste comme... Enfin, faites-moi confiance pour que vous puissiez avancer. Je sais, pour l'instant, il y a beaucoup de trucs à me faire confiance, mais au fur et à mesure, si vous acceptez de continuer à essayer de comprendre au fur et à mesure, vous arriverez à finalement comprendre tout ça. Donc, dans la phase de train, on va faire un loss.backward. Alors, simplement, ça va calculer, faites-moi confiance, les gradients de la fonction de loss, de la loss. Et ici, on va simplement rétro-propager les gradients. Donc, j'ai 4 images, je les rentre dans mon réseau. Il y a une sortie, il fait une prédiction, je regarde l'erreur de sa prédiction. Voilà, je regarde l'erreur de sa prédiction, ça me donne l'erreur. Ensuite, cette erreur, je lui fais un backward, alors que là, on dirait que c'est que je rétro-propage en fait. Non, seulement en fait, à ce moment-là, je calcule les gradients. Et c'est au moment du optimizer.step, qui est le programme d'optimisation, que je vais rétro-propager les gradients, les gradients de la loss. Enfin, en gros, je vais rétro-propager, je vais essayer de corriger en fait chacun des petits paramètres. Ça va se faire automatiquement dans le optimizer.step. C'est PyTorch qui le fait tout seul, c'est pour ça que c'est excellent. Vous pouvez très bien vous en servir sans connaître exactement tout ce qui est fait derrière. Il va rétro-propager donc les gradients, il va rétro-propager l'erreur et essayer de corriger chacun des paramètres un petit peu du réseau pour être un petit peu mieux à l'étape d'après. Donc, juste à se rappeler que ces étapes sont très importantes. Loss.backward, optimizer.step. Pour l'instant, vous avez juste à les rajouter. Vous avez un peu l'intuition du truc, vous pouvez continuer à avancer. Je rappelle un petit peu. Donc là, on était sur la phase de train et on a émis le modèle en mode train. On a la loss, donc l'erreur qu'on va vouloir stocker au fur et à mesure. Ensuite, les erreurs et les parties correctes. Et après, pour chacun des batch size, donc 4 par 4, on va faire quoi?
on va, donc là il y a le 0 grade toujours nécessaire pour être sûr qu'il n'y a pas des problèmes, enfin voilà, qu'on n'a pas bien réinitialisé. Ensuite là on va rentrer simplement les images dans le réseau, obtenir les sorties, faire cette petite transformation pour vraiment avoir les vraies prédictions. Ensuite calculer la loss, donc l'erreur, et ensuite faire la backpropagation. Donc on voit bien qu'on a mis des images dans le réseau, il a traversé le réseau, on a obtenu des prédictions, on a calculé une erreur, et hop, on a fait un backward et un step pour rétro-propager, corriger chacun de ces paramètres. Là, on est encore, donc on a statistique, on est encore dans cette boucle for. Là, ici, donc ça, c'est simplement des calculs de statistiques pour qu'on puisse un peu voir si on s'améliore ou pas. Donc on a la running loss, on va faire quoi? À chaque fois, on a calculé à chaque batch, donc à chaque groupe de 4, on a calculé la loss ici. Et là, on a un plus égal, ça veut dire qu'on va partir de cette loss au départ qui était à 0. Et après, on fait tout plein de for. Et on a plus égal qui va permettre d'ajouter la loss et fois input size. Alors, c'est simplement parce que, en vérité, ce qui se passe, c'est que en fait, imaginons, vous avez 400 images. Vous avez donc 100 groupes de 4 images. Donc 100 batchs à l'intérieur de ce dataset. Sauf qu'en réalité, on a rarement un chiffre qui permet d'avoir des groupes de 4 bien entiers. On va avoir par exemple 402 images. Ce qui fait que si on a 402 images, on va avoir 100 groupes de 4 images, plus un groupe de 2. Et en vérité, pour être sûr d'avoir un bon running loss, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire, en fait, du coup, ça va faire loss.item. Donc, ça va faire l'erreur à ce batch fois la taille du batch. Donc, ça va être 4, 4, 4, 4, 4, 4, juste et à la fin, ça va être x2. En fait, si on réfléchit, c'est juste parce qu'en fait, si je viens, en fait, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un running loss divisé à la fin par dataset size. Donc là, par exemple, divisé par 402. Puisque le dataset d'entraînement, ce serait 402 images. Et en fait, pour que le chiffre il soit bien correct, on a besoin de faire x4, 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 et à la fin x2, et de façon après on divise par 402. Voilà, c'est pour que ce soit bien propre, pour que ce soit bien exact. Voilà, il faut juste se poser, réfléchir à ça, mais c'est simplement ça. Running correct, c'est simplement le nombre d'images. C'est simplement alors, torch.sum, ça fait quoi? Enfin, déjà, on a prédiction égale label.data. Quand on fait ça, la prédiction, donc on a une certaine valeur de la prédiction. Donc là, on a obtenu un certain nombre de prédictions. Et quand notre prédiction, elle est correcte, en fait, on a un vecteur de 4 prédictions, puisque à chaque fois, c'était fait 4 par 4. On a par exemple prédit fourmi, abeille, fourmi, abeille. Et de l'autre côté, en réalité, par exemple, si c'était fourmi, fourmi, abeille, abeille, dans les labels.data, c'est ce qu'on aurait dû obtenir. Bah, par exemple, à chaque fois quand on a un torch.sum et qu'en fait là on a des booléens, puisque là on demande si est-ce que la prédiction est égale au label. Si fourmi égale fourmi, égal c'est un double égal, hein, c'est pas un simple égal. Donc si c'est égal à fourmi, ça va faire true, par exemple. Puis false, il n'y a pas la même chose, true, false. Et en fait ça va simplement compter le nombre de fois où on a bien la prédiction qui est égale à ce qu'on aurait dû prédire. Donc c'est le nombre de prédictions correctes, on va dire. Enfin, c'est complètement ça. Et voilà. Et si, donc là, on est sorti de ce for. Donc là, alors par exemple, ça, on a fait ça pour chacun des batchs de 4 images. Et on a fait ça jusqu'aux 400 images. Donc on a fait ça 100 fois, 100 fois 4. Et à chaque fois, on a amélioré les trucs, etc., etc., etc. Et on a stocké. Là, il y a un plus égal, ça veut dire qu'on ajoute à chaque fois la running loss en cours. Environnement d'exécution déconnecté. Bon, encore une fois, j'ai pas un super internet. On ajoute à la loss, voilà, à chaque batch, on ajoute à la loss. Et là, il nous dit quoi? Si on est en phase de train, donc là, on est sorti de ces 100 boucles de 4 images. Et il dit que si on est en phase de train, on va faire un scheduler.step. Alors, ça, c'est pour dire, là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait,
tout ça, on va le faire le nombre d'époques. Le nombre d'époques, c'est le nombre de fois où on va rentrer dans le dataset total. Donc on a fait 100, déjà on a fait 100 fois sur 4 images et on a fait donc tout le dataset une première fois. Là maintenant, puisque le num d'époque il va jusqu'à 25, on va faire une deuxième fois tout ça. Une deuxième fois tout ça, une troisième fois tout ça, une quatrième fois tout ça, et on va le faire 25 fois. Ce qui fait que là, on a traversé tout le dataset. Maintenant, là, là, on a traversé tout le dataset. Maintenant, on sort de ce for et on arrive, on l'a fait une fois, et là, il va dire scheduler.step. C'est pour dire au scheduler, puisqu'on avait vu que tous les 7 époques, donc dès qu'on avait traversé 7 fois tout le dataset, on lui a dit tu mets à jour le learning rate ou tu le divises par 10. On avait vu ça en dessous. Et donc là, à chaque itération de l'époque, là on voit bien que ce if il est au même niveau que, il est en dessous de, en gros il va être fait à chaque époque. Et ben on va lui dire, tu t'as fait une fois l'époque, tu vas faire, tu as fait une fois l'époque, tu vas faire une deuxième fois l'époque, tu vas faire une troisième, là du coup on lui dit, ok on a fait une fois l'époque, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et comme ça, au 7e époque, il va divisé par 10 le learning rate. Après, on va faire 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. On va arriver jusqu'à 14. On va encore diviser par 10. À 21, c'est pareil. Voilà. Et voilà. Là, encore une fois, on est toujours après tout ça. Donc, entre chaque époque, on va entre chaque époque, là, il y a un petit calcul comme j'ai expliqué juste avant par rapport à ça, qui va permettre d'avoir l'erreur cumulée, l'erreur moyenne sur cette époque. Hein, on est toujours dans l'itération de l'époque, dans une époque précise. Après, on va avoir l'accuracy. Okay, donc l'accuracy, c'est en rapport avec le running correct, donc le nombre de prédictions correctes sur le total. Ça va être très important pour voir les statistiques. Là, on va simplement avoir un print qui va nous permettre en fait d'afficher quand on va lancer le code, l'époque loss qui est ici, et puis l'époque hack. Et devant, on va mettre la phase qui est la valeur train ou validation, puisque la phase est ici. Donc on va afficher à chaque fois train si phase égale train. Il va y avoir le petit mot train, espace loss, deux points époque loss qui va être remplacé par la valeur ici, accuracy qui va être remplacé par la valeur ici, etc. Et ça, c'est une ancienne façon d'écrire. Moi, il y a mieux maintenant, mais en gros, ça va permettre d'écrire, de dire c'est en float, etc., de quelle taille, etc. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pareil, là, il y a un F devant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Oui, je sais, c'est assez indigeste comme écriture, voilà. Mais juste, c'est pour l'affichage, en fait, de la loss et de l'accuracy. Donc des erreurs et comment on dit, je sais pas, du nombre de trucs corrects. Voilà. Ensuite, il y a un petit print, ça c'est juste pour sauter une ligne. C'est juste pour sauter une ligne. Et Et là, on va avoir. Et ensuite, voilà. Cette fois-ci, là, on sort. Donc, si on regarde l'indentation, on remonte avec la souris ici. Vous voyez, je remonte là la verticale sans bouger la souris. Donc là, je vois qu'on a fait toutes les époques ici. Donc, on est sorti de la boucle d'époque. Et maintenant, on a ça, time elapsed. On rappelle qu'au début, la time.time, ça prend le temps exactement au moment de l'exécution de cette ligne. Et on fait moins quel temps, moins le temps qu'on avait noté au tout début avec since, time.time. Cette différence, ça va être simplement le temps écoulé pour l'entraînement total du réseau de deep learning. Et ensuite, on va faire un print. On va faire un print training complète. Donc, on va afficher l'entraînement est fini. En temps de temps. Donc là aussi, c'est indigeste. Même moi, il faudrait que je prenne le temps de regarder exactement chaque truc qu'ils ont écrit. Donc c'est le temps écoulé. Voilà, je pense qu'ils ont fait un truc pour que ce soit affiché en minutes, quelque chose comme ça. Le temps écoulé, voilà, voilà. Et pareil, ils vont donner la meilleure validation accuracy. On rappelle que ça, on avait noté la meilleure accuracy. Ouais, d'ailleurs, il y a un truc que je dois expliquer ici. Ouais, deep copies au modèle, ça veut dire en gros, entre chaque époque, si la phase. Ah non, alors ça, c'est dans la phase de validation. Ça, on verra. Ok.
Donc ça, c'était pour la validation. En gros, donc là, on est sorti. Donc pour chaque époque, on va faire quoi? On va donner la meilleure accuracy qui aura été notée en fait, qui aura été notée ici. Non, d'ailleurs, en entraînement, ça n'a pas été noté ici. Ah oui, donc en fait, oui, oui, c'est vrai. Là, on a la phase de train et de validation. Donc, on aura toute la train et la validation qui va être fait. Et dans le cas où on est en mode validation, donc en mode validation, on n'essaie plus d'optimiser les poids du réseau. On a un réseau fixe avec des poids fixes et on va simplement faire rentrer nos images de validation et voir quelle était la qualité de nos résultats. Simplement. Donc, l'accuracy pour chaque époque. Et on va noter, on va simplement afficher la meilleure accuracy qu'on a obtenue pour chacune des époques. On verra les résultats juste après. À la fin, load based model weights. En gros, on a noté aussi à chaque époque le modèle qui était le meilleur, puisque là, ici, on a dit dans la phase, si on est en phase de validation et que notre accuracy, elle est meilleure que la meilleure accuracy qu'on a obtenue. Donc à chaque en fait, époque, à chaque fois qu'on traverse tout le dataset, on regarde si notre modèle est meilleur. Et en fait, si on a un modèle qui est meilleur que tous les précédents à chaque époque, au niveau de l'entraînement, on va faire encore une fois un copy.deepcopy de model.stateDict. On a déjà vu ça au début. Ça permet simplement de noter, de transformer notre modèle en un dictionnaire qui va permettre de pouvoir le copier, puisque ça, cet objet copy.deepcopy, c'est pas un truc de PyTorch, donc il a fallu sortir modèle en un dictionnaire et l'emmener dans le monde de PyTorch. Pour l'emmener dans le monde des dictionnaires classiques en Python et pour pouvoir le copier. Et en gros, on a fait quoi? Donc là, on va faire, à la fin, on veut que notre fonction, on est dans une fonction d'entraînement, on veut quoi à la fin? Qu'elle nous renvoie notre meilleur modèle. Et donc là, parmi tous les modèles, là, on va faire un model.loadStateDict. Donc là, c'était model.stateDict pour envoyer l'information de modèle vers un dictionnaire. Là, ça va être l'inverse. On va prendre model.loadModel, loadStateDict, qui va permettre de faire quoi? De faire best, de récupérer en fait ces valeurs qui ont été stockées en fait, dont on a fait une copie, et de récupérer notre modèle le meilleur qu'on a obtenu et de faire un return model. Voilà. Donc je vais lancer ce truc. Donc là, c'est simplement la fonction, donc il n'y a pas d'entraînement, hein, c'est un modèle de fonction. Enfin, c'est notre fonction. Elle n'a pas encore été appelée sur des paramètres particuliers, avec des arguments particuliers. Et visualize the model prediction, generic function to display prediction for a few images. Donc là, on a visualize model. On va voir ce que ça donne, je vais l'exécuter. Ok. Là encore, c'est qu'une fonction. Alors là, ça, c'est pas à apprendre. C'est juste une fonction qu'ils ont fait qui va nous permettre de visualiser les prédictions. On verra ça plus tard. Ça, c'est pas si important que ça. Il faut juste comprendre, voilà, lire ce qu'il y a écrit. Fine tuning de convnet. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment appeler donc la fonction train model qu'on vient de charger juste avant. Et avec les paramètres, donc le modèle, on va voir ce qu'il y a ici. Mais aussi le modèle. Alors, point to device, ça permet de mettre le modèle simplement sur le GPU, donc la carte graphique. C'est important. Ensuite, l'erreur, cross entropy loss, le programme d'optimisation qui est le stochastic gradient descent et le learning rate qui est simplement, voilà, qui est ce qu'on avait vu, le programme de planification, enfin de modification du learning rate au fur et à mesure des époques. Donc là, je vais faire un entrée. Donc là, on va simplement charger chacun des paramètres. On n'a pas encore appelé la fonction train model, c'est pour ça que c'est assez rapide. Et là, maintenant, on va appeler train model sur chacun de ces paramètres qui ont été chargés donc dans la cellule d'avant. C'est parti. Donc là, on va avoir la phase d'entraînement et la phase de validation. Donc là, il nous dit un peu les prints qu'on avait vus dans le code là au-dessus. Il est en train de dérouler ce grand truc. Donc là, il fait la première époque et il nous dit quoi? Il nous dit premier passage dans tout le dataset. On a une training loss qui est à 0 point. Alors ça, c'est pas trop interprétable pour vous. On veut simplement que ça diminue en fait, que l'erreur en fait des prédictions diminue au fur et à mesure. L'accuracy, donc la précision, on est à 73%. Ça veut dire qu'on a 73% prédit les bonnes valeurs entre fourmis et abeilles. La validation loss, pareil, là c'est sur la validation.
Donc là, on voit qu'on a 88% de correct sur la partie validation. Donc là, on est en apprentissage, là, on est en validation. Pareil, et la loss. Là, pareil, on passe une deuxième fois dans l'ensemble du dataset. On stocke la training loss, la validation loss, l'accuracy, etc. Et donc ça, on le fait en fait 24 fois. Donc là, il a 11 sur 24, 12 sur 24. Il a du mal à... Ouais. 12 sur 24. Je ne vais pas trop interpréter ces chiffres parce que... Mais bon, je vais un peu les interpréter quand même. C'est qu'en fait, là, l'accuracy, elle passe 0,73, 0,80, 0,76, 0,77, 0,77. Donc on a 73% de bonnes... Alors si on regarde plutôt sur la validation, parce que c'est là où c'est le plus important, l'entraînement, voilà, la training loss, on veut surtout qu'elle diminue. En moyenne, alors c'est jamais exact, hein, des fois ça augmente un petit peu avant de rediminuer, etc. Donc la validation loss, qu'est-ce qu'on a? En gros, on a fait 88% de bonnes prédictions sur cette. On a entraîné d'abord sur un passage dans tout le dataset. Donc, on a amélioré notre réseau. On a 88% de bonnes réponses. Ensuite, on a 90% à la deuxième époque. Ensuite, on a 87%. Vous voyez, ça redescend un petit peu. C'est pas une science exacte. Ensuite, on retourne à 90%. Ensuite, on retourne à 80%. On voit qu'en gros, le réseau, après 91%, etc., 92, 90, 91, 90, 90, 90, 92%. Et à la fin, on arrive vers 91 et 92 et on redescend même, je pense que notre meilleur résultat, il est ici à 92. Donc c'est le modèle à ce moment-là qui va être sauvegardé et stocké. Là, on voit que voilà, c'est un peu stable. Le truc, ça améliore pas vraiment. Donc en fait, il n'y a pas besoin de passer dans toutes ces époques. Mais on obtient quand même des résultats qui sont assez bons. On arrive à classifier 90-92% euh, bien, alors qu'on on avait un petit dataset d'entraînement. Et juste en réutilisant le fait que à l'étape initiale, on est parti d'un dataset qui était entraîné. Donc on l'a transféré sur notre problème. Et on obtient, alors que si on était parti d'un modèle tout à fait neuf, pas du tout entraîné, on aurait probablement eu des résultats beaucoup, beaucoup moins bons. Euh, donc voilà. Euh, donc là, on va voir leur fonction Visualize de modèle qui était définie juste au-dessus et que j'ai dit que c'était pas forcément hyper important de rentrer dans le détail. Voilà, il nous donne des fonctions qui nous permettent de visualiser certaines choses du modèle. Donc on va voir ce que ça donne. Merde. Ouais, visualize le modèle. Donc voilà, c'est simplement un truc qui va prendre un certain nombre d'images et les prédictions. Donc il y a peut-être des erreurs parmi ça. C'est pas vraiment les labels cette fois-ci. Ça va prendre, on donne le modèle en entrée et ça va nous faire des prédictions. Donc là on avait Ants. Je crois pas que c'est une fourmi, je pense que c'est une abeille. Donc là il y a eu une erreur. Il a prédit oui, d'ailleurs c'est écrit dessus, une fourmi. Je pense que c'est une abeille. Là il a prédit une abeille, je pense que c'est une abeille. Là, il a prédit une abeille, là, c'est une abeille. Là, il a prédit une fourmi, il a bien prédit. Là, il a bien prédit. Et là, il a bien prédit. Donc, en fait, voilà. Mais ça n'a pas de valeur de preuve, quoi, en fait. C'est simplement pour visualiser un peu sa prédiction. Donc, voilà. C'est pas toujours c'est pas forcément à apprendre. Euh, et en fait, donc là, tu lui donnes un modèle. Il s'est mis un num-image à 6. Enfin, le nombre d'images qu'on a vu en sortie, c'était 6. Et en gros, il va dérouler un petit peu le data loader là. Il va appliquer. Donc le data loader, on rappelle, c'est 4 par 4. Et donc là, d'ailleurs, je pense qu'il a mis le paramètre num-image quelque part pour être à 6. Peu importe. En tout cas, bon là, il fait des petits calculs un peu complexes simplement pour avoir 6 images alors qu'on n'en avait que 4 par 4 en entrée. Voilà, il fout en modèle, il passe ces 4 images, enfin du coup après, plus tard, ces 6 images dans modèle, et il calcule la prédiction, hop, ici, de la même manière que tout à l'heure, et à la fin, il va un peu, là encore une fois, avec Matplotlib et tout, il va un petit peu enfin donc montrer ces images, etc. Donc là, on va pas rentrer dans le détail, même moi, ça me prendra un petit peu de temps de décortiquer ce code pour l'expliquer proprement. C'est pas l'objectif, on cherche pas, sinon on s'arrête partout et on n'avance jamais. Euh, donc simplement voilà. Et euh,
Donc voilà, je voulais revenir un petit peu à... Donc c'est ici qu'on a appelé le train model. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, euh, est-ce que ça, je l'ai exécuté? Non, ça, je ne l'ai pas exécuté. Je vais remonter au-dessus. Donc là, juste avant le train model, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme on a dit, on a pris des paramètres, donc un modèle, ensuite on a pris un critérion, enfin ensuite on a mis le modèle sur le GPU, ensuite on a pris une fonction d'erreur, on va dire, ensuite on a un programme d'optimisation, on a instancié tout ça avec des vraies valeurs pour pouvoir appeler notre fonction de training avec ces différents paramètres. Là, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est ces deux lignes. Et trois lignes même. Pardon, celle-là, oui. Donc c'est deux lignes. Donc ça, c'est des commentaires entre les deux. Donc cette ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a pris modèle FT. Donc ça, c'est le modèle ResNet 18 qui est défini juste avant. Point .fc, ça veut dire point fully connected layer. En fait, ça veut dire la dernière couche, en fait. Ça veut dire que... Et on a pris in features. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, quand on réutilise un réseau, j'aimerais bien avoir une meilleure image que ça pour expliquer ce cas particulier. En même temps, je ne veux pas aller sur Internet trop parce que j'ai des problèmes de droit à l'image. Mais sur ce site, je crois que ça va. Là, par exemple, on a... Non. Ouais. Ok, on va dire que c'est ça. Enfin, là, par exemple, on a tout plein de couches. Et à la fin, en fait, on a nos... Là, par exemple, on aurait deux valeurs en sortie qui seraient en fait simplement abeille, deux valeurs qui seraient abeille et fourmi, alors qu'avant en fait on avait mis une classe dans le modèle qu'on a réutilisé. Et en fait on va devoir, quand on fait du transfer learning, simplement, en fait là c'est la couche n-1. Là en fait la dernière couche en fait on va la remplacer par, au lieu qu'il y ait 1000 sorties, avant il y avait 1000 classes donc il y a un 1000 là. Nous en fait on va simplement faire un 2. En gros, là, on est en train de faire en sorte que les deux dernières couches, au lieu qu'elles aillent vers 1000 classes, on fait en sorte qu'elles aillent vers deux classes. En fait, et du coup, euh, on a besoin donc en fait, de décrocher la dernière couche. Donc en fait, là, on a besoin de savoir. En fait, on a besoin de remplacer. Là, il y avait 1000, on l'a remplacé par 2. Et là, on a besoin de savoir, en fait, pour pouvoir faire toute cette couche entière, on a besoin de savoir combien il y avait de réseaux, enfin de neurones, on va dire, juste avant à la couche N-1. Pour pouvoir remplacer. Parce qu'en fait, à la fin d'un. Chaque neurone est à la fin un CNN, donc pour l'image, un convolutional layer, on a besoin de connecter chaque couche. On a besoin de connecter. Chaque neurone, on va dire, va être connecté. On voit que celui-là est connecté à la fois avec le dernier et puis avec le A1 et le A2. Celui-là est connecté avec A1 et A2 en sortie. A2, en fait, chaque élément de la couche N-1 est connecté avec chaque élément de la couche N. Et ça, on appelle ça un fully connected layer. D'ailleurs, ça doit être écrit quelque part ici. Peut-être même pas. Peu importe. Donc ça, on appelle ça un fully connected layer. En fait, ce qu'il faut juste se rappeler en transfer learning, c'est qu'on a besoin, en gros, de connaître la couche N-1. Et en fait, ça, c'est in feature. Donc, ça, c'est juste, il faut le savoir qu'en fait, là, ici, l'attribut FC voulait dire la couche N-1. Donc là, on a le nombre de neurones. Là, ça donne le nombre de. Là, c'est la couche N-1, le nombre de neurones de la couche N-1. Et là, on va créer ce modèle FC. Quand on fait point .fc, ça veut dire qu'on va écraser FC, c'est sa fully connected, c'est sa dernière couche. On va lui dire, tu m'écrases la dernière couche et tu me le remplaces par quoi? Par NN, ça veut dire Neural Network, qui a été importé tout en haut de ce notebook. Et point linéaire, donc un fully connected layer, c'est une couche linéaire entre num feature, qui était le nombre de la couche N-1, le nombre de neurones de la couche N-1, qui était 4, et avec, comme on sait qu'en sortie, on veut deux classes, abeille ou fourmi, on lui donne un nn.linéaire de num features, de 2. Et après, voilà. Et en fait, ça a permis de dire, modèle FT, on a gardé tous ses poids, etc., sauf ces deux dernières couches qu'on a écrasées avec quelque chose de tout neuf et qui va permettre de l'adapter dans notre cas précis où on veut deux couches en sortie. Mais là, on avait besoin de savoir le nombre
de features à la couche n-1. Donc le nombre, on va dire, de neurones à la couche n-1 là ici. Il fallait avoir ça. Et voilà. Si vous l'écrivez vous-même, vous finirez par vous en convaincre assez rapidement. Que là, en fait, simplement, on a remplacé la dernière couche donc de la couche. Pour qu'il puisse faire toutes ces flèches là qu'on a vues entre la couche n-1 et la couche n, là ici, il faut lui dire, ok, bah, il y en a tant de la couche n-1 vers tant de la couche n. D'ailleurs, si on regarde en fait à la couche n-1, si je fais, donc là je clique sur la partie grise, je fais A pour above, ouvrir une cellule au-dessus. Là, je fais entrée. Et en fait, à la couche n-1, on avait 512. Ça, c'est dépendant de l'architecture que eux ils ont choisi. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait 4 neurones là ici à la couche n-1, en vérité, il y en a 512. C'est souvent une puissance de 2. À la dernière, il y en a 2. Donc en fait, il va y avoir 512 voilà, fois 2 flèches. Et donc, on avait besoin de ce 512, de savoir, pour lui dire, parce que là, on est en train de créer de A à Z une couche. Là, on est en train de lui dire, tu mets 512 poids fois 2, enfin 512 ici, fois 2, et tu les connectes avec autant de... Chaque neurone de la couche n-1, donc des 512, tu les connectes avec les 2 de la dernière. Donc, tu mets des flèches avec les 2 de la dernière couche, qui sont les classes de sortie. Après, tu mets ça sur le GPU. Et ensuite, tu fais une erreur, critérion, cross entropy loss. Enfin voilà, donc ça on a vu, c'est parti. Mais voilà, c'était... Donc là, on a ici la taille de chaque output sample is set to 2. On sait que chaque output sample, donc échantillon de sortie, on veut que ça aille, à la fin, c'est le nombre de classes que vous voulez prédire. On va en prédire 2, donc on sait que la dernière couche, c'est la size est à 2. Et il dit, alternative, on peut aussi faire, it can be generalized par nn.linear. Donc là, on crée une couche entre num features et len de class name. C'est pareil. Tu crées, en fait, au lieu de faire nn.linear num features 2, tu fais nn.linear num features et len de class name. Mais comme on sait que c'est 2, on a mis directement 2. Voilà, après le reste, on a déjà vu. On va... Donc ça, c'était la manière en fait où on a... Comme on avait vu au début, il y a 2 méthodes pour faire du transfer learning. Soit on réapprend tous les poids, on continue à apprendre tous les poids du modèle, soit on bloque tous les poids sauf une certaine couche, une des dernières couches, on bloque tous les poids sauf une dernière couche on va faire apprendre sur notre petit dataset d'entraînement seulement une seule couche. Ça, c'est les chercheurs qui nous ont dit en transfer learning, la plupart du temps, vous pouvez bloquer. Donc, en fait, au moment de la backpropagation, et tous les neurones vont rester identiques, donc ne vont pas être modifiés, à part les neurones d'une certaine couche qu'on va continuer à améliorer. Et vous comprenez bien que s'il n'y a qu'une couche à améliorer, bah, ça va aller plus vite. Donc là, il y a écrit convnet as fixed feature extractor. C'est ce dont ils avaient parlé au tout début. Ici, on avait vu this is two major transfer learning scénario et on est au deuxième. Merde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ils disent quoi? Ils disent we need to freeze. On doit geler. Merde, faut que j'arrête de faire ça. We need to freeze. On doit geler tout le réseau à part la dernière couche. We need to set. Et ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Donc, encore une fois, c'est les chercheurs qui nous le disent et l'expérience surtout qui nous le dit. We need to set requires grade égale false. Alors, en gros, we need to set, on a besoin de mettre requires grade égale false pour geler tous les paramètres afin que le gradient ne soit pas computed, calculé dans l'opération de backward. Ça aussi, ce sera toujours les mêmes opérations, donc vous allez vous y faire. En fait, dire qu'on veut geler dire qu'on veut geler chacun des paramètres ou chacun voilà, tout le réseau, en fait, c'est faire requires grade égale true égale false. Ça veut dire en fait que
les geler, ça veut dire qu'on veut, en fait, dites-vous que c'est équivalent pour l'instant à ce que les gradients ne soient pas calculés au fur et à mesure. Et les gradients sont calculés de manière automatique à chaque fois que vous passez des images dans le réseau et que vous êtes en mode requires grad égale true. Et là, vous êtes en mode requires grad égale false pour la plupart des couches, sauf la dernière. Et on va voir comment ça marche. En gros, on reprend un certain ResNet en mode pre-train. Et en fait, pour chaque paramètre dans modèle conv.parameters, en fait, enfin pour tous les paramètres, on va mettre quoi? Requires grad égale false. Donc comme ça, on lui dit, en fait, dites-vous que ça, c'est l'opération pour dire, non mais tu mets pas à jour, on gèle l'ensemble des paramètres et on va voir qu'on va pas geler la dernière couche. Les paramètres de la dernière, comme on a dit, dans le cas du transfert, on a remplacé la dernière couche. Et on remplace cette dernière couche après avoir gelé. Donc là, on a gelé en fait l'ensemble du truc, y compris la dernière couche. Mais là, ici, on remplace la dernière couche. Et donc, en fait, ça là, il y a des nouveaux poids dans lesquels on ne dit pas requires grad égale true. Donc ça n'est pas gelé. Parameters, en fait, il dit que par défaut, quand tu crées une nouvelle couche, en fait, ça a le paramètre requires grad égale true. C'est un petit peu comme si on avait, je ne sais pas trop où ce paramètre devrait intervenir, mais par exemple quelque chose comme ça. Donc en gros, cette dernière, comme on rajoute, on gèle tout, et puis après on remplace la dernière couche, celle-là elle est par défaut à requires grad égale true. Et après on fait un point to device, pour mettre sur le GPU. Pareil, la cross-entropie, pareil, le programme d'optimisation, ça c'est pareil. Pareil, le learning rate. Donc ça, je relance cette. En fait, moi, j'appuie pas forcément sur lecture. Là, ici, je fais Shift Entrée. Ça lance, en fait, ça exécute la cellule, c'est un raccourci. Donc là, ça va train. Donc là, on va train and evaluate ici. Et là, il dit quoi? Il dit si vous passez par le CPU, en gros, ça divise le temps par deux, comparé au. En gros, si vous passez par la. Non, non, ok. Ça n'a rien à voir. Là, je passe par le GPU. Voilà, donc là on voit que les résultats sont bien meilleurs. En fait, la première étape d'ailleurs, on est à 0,77% on a 77% pour la validation de trucs corrects. À l'époque 1, donc la deuxième fois qu'on passe dans tout le réseau, on a 96% directement, après 96%, après 90%, après 94%. Bref, en vérité, le truc, il s'améliore pas vraiment. Par contre, il est beaucoup plus haut en moyenne déjà que quand on s'amusait en fait à réapprendre tous les paramètres. Juste en faisant apprendre la dernière couche, on est capable en fait d'améliorer. Finalement, ça améliore les résultats. Voilà, voilà. Et là, il y a on est à 19 sur 24. On voit que les résultats, ils ont tendance. Je pense qu'on overfit un petit peu. Enfin, je reviendrai sur cette notion plus tard. Mais en tout cas, on obtient des résultats qui sont plutôt meilleurs. Enfin, qui sont en moyenne quand même bien meilleurs. Et là, pareil, on utilise la fonction visualize de modèle qui va permettre d'afficher 6 images et la prédiction. Donc là, on a 24 sur 24, c'est bon, on a fini. Donc là, je lance ça. Et là, on a 6 images. Et là, on a predicted ants. Et là, il a raison. Ants, et bees. Ah non, ça, c'est peut-être pas une bise. Non, je pense, je sais pas, peut-être pas une ant. Si, je crois que là, donc là, sur ces 6 images précises, il a eu raison. Et voilà, donc c'était pour vous commenter ce tutoriel, ce premier tutoriel qui me paraît très bien pour commencer sur les images et la vidéo. Enfin sur les images là en l'occurrence, qui est qu'en pratique, la plupart du temps, on fait du transfer learning, donc on réutilise un réseau de neurones. On a vu les deux stratégies qui sont soit on fait en sorte de tout réapprendre, soit on fait en sorte de réapprendre tous les paramètres, soit on remplace simplement, on fait apprendre que la dernière couche. C'était aussi l'occasion en fait de commencer à dérouler le code qui va être souvent pareil qui va être souvent les mêmes pour les trucs d'entraînement, etc. Mais voilà, bien avoir conscience que faire du transfer learning, c'est bien souvent ça qu'on fait en entreprise parce que les datasets d'entraînement ne sont pas assez gros qu'on a en entreprise. Donc on réutilise des datasets qui sont des datasets, enfin des modèles et des datasets qui sont open source et qui permettent en fait qui ont eux été entraînés par
voilà, mais ça s'appelle en fait par des universités, par des entreprises, etc., enfin, qui sont souvent en open source. Et ça permet en fait d'avancer, enfin voilà, encore une fois, la dichotomie des tâches dans le monde de l'entreprise. Il y en a qui s'occupent d'entraîner des modèles tels que les modèles qu'on a vus et qui sont entraînés sur des très larges datasets, etc. Il y en a d'autres qui les implémentent dans des entreprises. Il y a des chercheurs qui optimisent chacun les architectures des réseaux de deep learning, qui optimisent les différentes fonctions sont utilisées dans les réseaux, que ce soit les fonctions d'optimisation, le stochastique gradient de descente, les loss, voilà, le learning rate, des choses comme ça. Et après, le boulot derrière pour les entreprises, ça va être d'être capable d'appliquer rapidement des réseaux qui sont déjà existants, de choisir les bons pour notre problème précis, etc. etc. Bref, j'espère que ce tutoriel vous a plu et voilà, on se voit rapidement pour un autre tutoriel.